et à tous et bienvenue en ce troisième et dernier soir de la Tech Week by Kaizen Solutions. Pour ce jeudi soir, nous vous proposons une soirée sur le thème de l'intelligence artificielle et du mentalisme. On enchaîne tout de suite avec le warm-up. Pour ce troisième et dernier soir de warm-up, nous avons le plaisir d'accueillir Kevin Micou, qui est magicien, mentaliste et bien plus encore. Merci Marine. On va faire des expériences ensemble, parce que tu sais que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir faire des miracles. Et on va commencer tout de suite. Est-ce que tu me permets d'emprunter ton téléphone ? Oui. Et est-ce que tu confirmes à tout le monde, est-ce que tu promets à tout le monde que je ne l'ai pas touché avant, que c'est bien ton téléphone et que je n'ai pas... Super. Est-ce que tu peux le sortir et ouvrir simplement la calculette, s'il te plaît ? Ok. Très bien. On est d'accord ? Calculette du téléphone. Alors voici ce que tu vas faire. Dans un instant, je vais te demander de penser à des chiffres. Tu penseras spontanément à n'importe quel chiffre et tu les taperas sur la calculette pour que ça fasse un total qui est totalement imprévisible. Alors, je le remets à 0. Pour le remettre à 0, c'est tout en haut. C'est ça. Plusieurs chiffres ? Alors, pour la première, tu vas penser à un chiffre entre 1 et 1000. Je te laisse le taper, je ne regarde pas. Ce que tu veux entre 1 et 1000. C'est bon. C'est tout bon ? Maintenant, tu cliques sur multiplier et tu ajoutes un autre nombre entre 1 et 1000, celui que tu veux. C'est chose faite ? Oui. Super. Clique sur multiplier et ajoute un dernier chiffre entre 1 et 1000. Super. Est-ce qu'on est d'accord que même toi, tu ne peux pas savoir le résultat que ça fait ? Ouais. Personne ne peut le savoir parce que personne ne sait à quel chiffre tu pensais. Est-ce que tu peux cliquer sur égal ? Tu peux nous dire quel est le résultat ? 232 108. Ça serait quand même incroyable que sur cette ardoise qui est là depuis le début, qui est sous vos yeux, il y ait exactement ce chiffre-là. Ouais. On le découvre ensemble. Est-ce que tu peux nous redire quel est le résultat sur ton téléphone ? 232 108. C'est quoi ce truc ? Alors montre le téléphone pour prouver que c'est bien ça. Et si tu veux, j'ai une autre preuve, Marine, et j'ai une autre preuve pour tout le monde, pour vous montrer que j'avais vraiment prédit ce chiffre. C'est ce qui est vraiment marrant avec ce chiffre, c'est que si je fais ça et qu'on le retourne, je crois qu'on peut lire quelque chose. Un K, un A, un I, un Z, un E et un N. Kaizen. Je laisse ici, hop là, en décoration. Est-ce que ça te plaît, Marine ? Ah, j'adore. Bon, super. On enchaîne ? Allez. On enchaîne. Alors, je te laisse reposer ton téléphone. Et je vais maintenant répondre à la question que tous les gens me posent quand je dis que je suis mentaliste. Cette question, c'est: êtes-vous capable de deviner les numéros du loto ? Alors, au risque de vous décevoir, au risque de vous voir vous déconnecter, je dois vous avouer que non, c'est impossible. Mais ceci pour une seule raison. Cette raison, c'est qu'au loto, les numéros sont tirés par une machine. Si par contre elles étaient tirées par un être humain, en l'occurrence Marine, on pourrait peut-être les deviner. Et c'est exactement l'expérience qu'on va faire ensemble. Marine, vous allez tirer un chiffre au hasard. Mais pour être sûr qu'il n'y ait aucune triche, j'ai moi-même créé et fabriqué le seul système de tirage du loto sur lequel aucune triche n'est possible. Je suis très heureux de vous présenter le tout premier système de tirage du loto par pochette à congélation. Alors, je vous sens déçu. Alors, ça peut paraître bête, mais quand on met 100 tickets numérotés à l'intérieur d'une pochette transparente, je ne sais pas si on peut les voir à l'écran, Marine, vous confirmez, pour ceux qui ne le voient pas, que tous les chiffres sur tous les tickets sont tous bien différents ? Ils On sont est tous d'accord ? différents. Super. On va fermer la pochette, on va mélanger. Et ce que je vais vous demander est simple, vous plongez la main dedans, vous mélangez si vous le souhaitez, vous prenez un seul numéro, vous l'enfermez dans votre main pour que personne ne puisse le voir, et vous y jetez discrètement un coup d'œil. Très bien. Hop, je vous laisse faire, vous plongez la main dedans. Allez-y, vous mélangez, je peux même mélanger avec vous, vous prenez un seul ticket, c'est chose faite ? Vous en avez un seul dans la main ? Oui. Prenez-le, je me débarrasse de la pochette, vous y jetez discrètement un coup d'œil. C'est bon. Ok, et maintenant que vous le cachez, personne ne doit le voir. Et moi, je vais prendre une ardoise et un stylo, et je vais tenter maintenant de deviner. Alors, Marine, pour compliquer un petit peu les choses, je vais vous poser des questions, mais vous allez systématiquement répondre non. D'accord. Peu importe ce que je vous demande, la réponse sera non. Très bien, c'est noté. D'accord ? Oui. Loupé. On la refait. Quoi que je vous demande, ça sera non. Ok ? Non. Elle dit non, mais avec les têtes, elle dit oui. Ok, je pense que ça va être facile. Alors, vous, derrière vos écrans, vous jouez aussi à savoir si Marine dit vraiment non ou pas. Ok. Alors, hop. C'est pas ce que vous croyez. Alors, Marine, est-ce que votre chiffre ou votre nombre est un nombre pair ? Non. Impair ? Non. Pair ? Non. Impair ? Non. C'est pas mal.
Marine, est-ce que votre nombre est compris entre 0 et 50? Non. Ou entre 50 et 100? Non. Maintenant, on va corser encore les choses. Marine, vous n'allez absolument rien répondre. Ni avec les yeux, ni avec la tête, ni avec la voix. Vous êtes parfaitement impassible. D'accord? Pas mal. Pas mal. Ok. Votre nombre peut être le 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ou bien le 40, 41, 42, 43, 44, 45, 71, 72, 73, 74, 75. Hop. Je pense qu'on est bon. Marine, avant que je montre mon ardoise, est-ce que vous pourriez montrer à tout le monde quel était votre tirage? C'était le... Pardon? Je vous le dis. Ouais, c'est mieux. Le 43. Eh bien, j'avais écrit tout ça. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, déjà, j'ai eu plusieurs chances, mais en plus, le 43 n'y est même pas. Sauf que si on regarde bien, on va le faire ensemble. 23 plus 1, ça fait 4. plus 12, 36. plus 7, 43. Si on additionne aussi les chiffres de la deuxième ligne, vous pouvez le faire chez vous, ça fait 43. Si on additionne les chiffres de la troisième ligne, ça fait 43. Si on additionne les chiffres de la quatrième ligne, ça fait aussi 43. Mais c'est pas fini. On aurait pu additionner les 4 chiffres de la première colonne. Ça fait 43. De la deuxième colonne, troisième colonne ou de la quatrième colonne, tous les totaux font 43. Mais c'est toujours pas fini. On pourrait additionner par exemple les chiffres de cette diagonale, ça fait 43. Ou alors les chiffres de cette diagonale, ça fait aussi 43. On pourrait additionner les 4 chiffres qui sont dans les angles, ça fait 43. On pourrait additionner les 4 chiffres qui sont au milieu, ça fait 43. En fait, peu importe où vous choisissez 4 chiffres dans ce carré, vous pouvez les additionner entre eux. Le résultat fait systématiquement 43. Merci Marine. Avec plaisir. Alors je laisse aussi ici, parce que je sais qu'il y en a qui sont encore en train de vérifier avec la calculette. Donc je vous laisse ça ici, comme ça vous pouvez faire la vérification. Je vous remercie de votre confiance. Merci beaucoup. On va faire une autre expérience. L'expérience qui va suivre, je vous le dis, c'est mon expérience préférée. C'est une expérience avec les livres. On va faire une expérience de lecture de pensée avec des mots que Marine va choisir dans un livre. Donc, à titre d'échauffement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Marine, je vais faire défiler les pages de ce livre. Quand vous vous me direz stop. Et là où vous me direz stop, vous lirez dans votre tête le tout premier mot en haut à gauche de la page. D'accord. Si jamais vous pensez, Marine, que je ne me suis pas arrêté au bon moment et que j'ai tenté de vous influencer le choix d'une page en particulier, on recommencera tant de fois que vous voudrez. Ok. Et enfin, dernière question. Je sais que cette question va vous paraître étrange, mais on me la pose à chaque fois, donc je me dois de la poser à Marine. Marine, pourriez-vous confirmer à tout le monde que, bien entendu, tous les mots de toutes les pages sont tous bien différents? C'est quand même le principe même du livre, mais on me pose souvent la question. Super. Alors, c'est parti, je vous écoute pour me dire stop. Stop. Ici, est-ce que vous souhaitez changer de page? Non. Alors, ne me dites rien, mais vous lisez le premier mot, dans votre tête, bien sûr. Vous l'avez? C'est bon. Super. Je repose le bouquin. Je reprends une ardoise. Et je vais vous demander dans votre tête de penser très fort à la première lettre. Pensez-y très fort, comme si je pouvais vous entendre penser. Regardez-moi fixement dans les yeux, imaginez cette lettre au début, au milieu ou à la fin de l'alphabet. P, Q, R, S, T, U, V, W. Super. Marine, pour la toute première fois, est-ce qu'on pourrait savoir quelle était la première lettre? On vous écoute. Le V. Le V. Merci beaucoup. Vous allez maintenant penser à la seconde lettre. Consonne, voyelle, A, E, I, O, U. Dites A, E, I, O, U dans votre tête. A, E, I, O, U. Parfait. Pensez à la troisième lettre dans votre tête, début, milieu, fin, P, Q, R, S, T. Parfait. Est-ce qu'on pourrait avoir uniquement les 3 premières lettres? Le V, O, T. Le V, O, T. Parfait. Et vous allez maintenant penser au mot dans son ensemble. Imaginez-le, je vois 4, 5, 6, pas 4, 5 lettres. On a 5 lettres, consonne, voyelle, P, Q, R, S, T. Parfait. J'imagine que ça devrait être ce mot. Est-ce qu'on pourrait pour la toute première fois l'entendre en entier? Votre. Votre. Merci, Marie. Alors, à ce moment précis, je sais ce que vous dites. Vous dites que peut-être qu'on a triché, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec le livre, peut-être que j'ai influencé le choix de Marine, ce qui est bien sûr pas mon genre. Mais pour vous le prouver, on va faire encore plus dur. Marine, je vous confie ce bouquin. Vous allez l'ouvrir, ne le faites pas tout de suite, à n'importe quelle page, n'importe où. Vous pouvez soit l'ouvrir au hasard, soit penser à un numéro de page et vous rendre à cette page, ou alors faire défiler les pages et vous arrêter au hasard. Et ensuite, seulement ensuite, vous allez choisir un mot n'importe où sur la page. N'importe quel mot, de n'importe quelle ligne,
de n'importe quelle page. La seule chose que je vous demande, Marine, c'est que pour compliquer les choses, vous allez choisir un mot long. Parce que plus c'est long, plus c'est compliqué à deviner. Attention. Je vous laisse donc faire, je regarde pas, je ferme même les yeux. Vous prenez votre temps, vous feuilletez le livre, vous choisissez n'importe quel mot, n'importe où, un mot bien compliqué. Prenez votre temps, vous ne vous sentez pas influencé, changez plusieurs fois d'avis, ça n'a pas d'importance. Et une fois que c'est chose faite, vous refermez le bouquin. C'est bon. Ok, super. Est-ce qu'on est d'accord, Marine, que personne à part vous ne peut savoir à quel mot vous pensez? Tout à fait. Vous ne l'avez pas désigné du doigt, vous l'avez seulement dans votre tête. Absolument. Sans même vous regarder, sans même vous poser de questions, je vais simplement essayer de deviner la toute première lettre. Alors pensez à la première lettre. S'il y a une apostrophe, vous n'en tenez pas compte. Est-ce que vous pourriez nous dire, Marine, pour la toute première fois, quelle est la première lettre du mot? Le B. Le B comme Bernard? Tout à fait. Messieurs, dames, aujourd'hui, spécialement pour vous, j'avais écrit la lettre P. Alors, je sais ce que vous allez me dire, vous allez penser que je me suis trompé. Oui. Mais en fait, je suis hyper sûr de moi. Donc, vous gardez votre mot, moi je garde cette lettre, et vous pensez maintenant à la seconde lettre, dans votre tête, comme si je pouvais vous entendre penser. Parfait, pensez encore à la lettre suivante, génial, doucement quand même, toutes, voilà, super, vous faites défiler dans votre tête toutes les lettres jusqu'à la dernière. Je repose mon ardoise ici, et je vous pose une question, Marine. Qu'est-ce qui serait le plus incroyable que sur cette ardoise, j'ai écrit votre mot, ou alors que dans cette mallette, qui est ici depuis le début de la séquence, il y ait votre mot enfermé à l'intérieur? Qu'est-ce qui serait le plus dingue? La mallette ou l'ardoise? La mallette. La mallette. Alors je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait toujours pas quel mot Marine a choisi. Et pourtant, depuis le tout début du numéro, à l'intérieur de cette mallette, il y a bien votre mot, puisqu'on a, messieurs, dames, le dictionnaire. Donc forcément, le mot est dedans. Ah oui, c'est bon dedans. Ok, on se va voir. Je vous sors des trucs, puis j'arrêterai un jour de casser le décor. Alors je vous montre plutôt ce que j'ai mis sur l'ardoise. D'accord. J'avais écrit P243 C2L10. Ce qui pourrait vouloir dire page 243, colonne 2, ligne 10 du dictionnaire de la langue française. Alors on va le vérifier ensemble. Je vous rappelle que pour l'instant, on ne sait toujours pas quel mot Marine a choisi. Donc je vais me rendre à la page 243. 250, 243. Colonne 2, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, des pages 243. Je vais sur la colonne 2 et si je vais au 10e mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça serait peut-être celui-là. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Oui, je crois qu'on voit. Super. Marine, est-ce que pour la toute première fois, vous pourriez nous dire à voix haute à quel mot vous pensez? Bouleversement. Est-ce que vous confirmez que c'est bien écrit bouleversement? Bouleversement. Merci beaucoup, Marine. Merci infiniment. Alors, je vous ai prévu une dernière petite expérience ensemble, mais cette expérience, en fait, on va la partager avec tout le monde, avec tous les gens qui nous regardent. On va partager ensemble cette expérience. Alors, je vais approcher ici, hop, ma petite table, hop, et je vais prendre ici 5 cartes. Est-ce qu'on confirme qu'on voit bien la table, que tout est nickel? Nickel. Super. J'ai ici 5 cartes, avec dessus des inscriptions, que vous connaissez bien. C'est des codes de... Des langages de programmation. Exactement ce que je disais. Par exemple, on a le Python, on a le PHP, on a le Java, le Kotlin, n'est-ce pas? Et on a le fameux C++. Je ne sais pas du tout ce que je raconte, donc j'espère que vous qui m'écoutez, vous me suivez. C'est très simple. Je vais vous demander, dans votre tête, d'en choisir un. Vous êtes derrière votre écran, vous en choisissez un, celui que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez changer d'avis plusieurs fois. Mais une fois que vous en avez en tête, vous restez sur celui-ci. Par exemple, vous pouvez choisir le Python, ou le Java, ou un autre. Peu importe, celui que vous voulez. Quand je vais vous le demander, vous allez bouger. Par exemple, si vous aviez choisi le Python, quand je vais vous dire de bouger, vous allez bouger. Ensuite, quand je vais vous dire de bouger, vous allez bouger soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ainsi de suite. Alors bien sûr, quand vous arrivez aux extrémités, vous ne sortez pas, vous revenez dans l'autre sens. Mais autant de fois que je vais vous demander de bouger, vous bougerez. Et ainsi de suite. Ça marche? Eh bien, c'est parti. Posez donc le doigt sur votre écran, sur la carte que vous souhaitez. Je ne peux pas savoir laquelle. Et je vais vous demander de bouger une première fois. Bougez. 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 Bougez encore. Bougez encore.
Et une dernière fois, bouger. Je ne sais pas sur quelle carte vous étiez au début. Je ne peux donc pas savoir sur quelle carte vous êtes maintenant. Mais en tout cas, je sais que vous n'êtes pas ici. On continue donc exactement là où vous étiez. Vous restez toujours sur la même carte. Et à nouveau, je vais vous demander de bouger une première fois. De bouger encore. Puis de bouger. Je ne sais pas du tout où vous êtes. Ça devient de plus en plus compliqué. Mais je sais que vous n'êtes pas ici. Gardez le doigt sur la carte où vous êtes. Je vais vous demander, encore une fois, de bouger. Encore bouger. Et encore bouger. Je sais pertinemment que vous n'êtes pas ici. Il nous reste que donc 2 cartes. Vous avez toujours le doigt sur celle-ci. Et je vais vous demander, une toute dernière fois, de bouger. Vous avez bougé, retenez donc la carte sur laquelle vous êtes resté. Et j'imagine que la carte sur laquelle vous aviez finalement le doigt, c'était celle-ci. J'espère que l'expérience a fonctionné pour vous. Si ça a fonctionné, dites-le nous en commentaire. Et vous pouvez aussi profiter des commentaires et des pouces bleus pour applaudir Marine, qui était super. Merci Marine d'avoir participé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne conférence. J'ai vu que la conférence qui suivait était très très sympa. Donc moi-même, je vais passer derrière mon écran et au plaisir de vous recroiser. Merci beaucoup. Et avant de partir, bon, quand même, on discutera tout à l'heure parce que j'aimerais bien savoir comment vous faites. Mais du coup, merci beaucoup. Et on sait que vous avez quand même un joli palmarès. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Alors effectivement, j'ai fait voyager mon art au cours des dernières années de spectacle en spectacle et de télé en télé, de concours en concours. Et notamment sur les 3 dernières années, j'ai eu la chance de représenter nos couleurs au championnat du monde des arts de spectacle en 2018 à Hollywood. Desquels je suis revenu avec une médaille d'or. En 2019, au championnat européen de mentalisme et Nostradamus, desquels je suis revenu avec une médaille d'argent. Et l'année dernière, j'ai eu l'honneur d'être primé au Mandrake d'Or, les plus grands magiciens du monde, une cérémonie qui a été diffusée d'ailleurs sur C8 à la télé française, que vous pouvez revoir avec plaisir. C'était une superbe soirée. Magnifique. Je vous conseille à tous d'aller jeter un œil parce que c'est vraiment très impressionnant. Merci. Et nous allons tout de suite passer à la conférence. Pour cette 3e et dernière conférence de la Tech Week, c'est Thomas Gunz, qui est docteur en Data Science et spécialisé en intelligence artificielle, qui va vous faire sa présentation. A tout de suite. Merci Marine. Allez, c'est parti. Vous venez de voir un petit spectacle avec Kevin Micou, qui a utilisé quelques techniques de mentalisme pour analyser le comportement de Marine et en faire des déductions sur ses pensées. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui d'écrire un algorithme d'intelligence artificielle qui pourrait reprendre certaines techniques de Kevin, donc de mentaliste, pour observer et comprendre le comportement de quelqu'un et en faire quelques déductions sur ce mode de pensée? Eh bien, c'est exactement le sujet de la conférence ce soir, qui s'appelle « Une IA peut-elle être mentaliste ? Échecs et maths ». Et oui, parce que ce soir, on va parler de jeux d'échecs. Alors, pour ceux qui ont vu le film, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un protagoniste du nom du Dr Pool dispute une partie d'échecs contre une intelligence artificielle qui s'appelle HAL. HAL regarde et observe le Dr Pool avec une caméra et durant la partie, elle lui dit « Vous semblez nerveux, Dr Pool, un souci avec la partie ?» Et elle fait cette déduction seulement en l'observant. Alors oui, on est un petit peu loin des techniques de mentalisme qu'utilise Kevin, mais on se rapproche un petit peu. Forcément, à l'époque où a été écrit le film, on ne pensait pas que ce type d'algorithme, d'observer quelqu'un et d'en faire des déductions, était possible. C'était vraiment de la pure science-fiction. Mais aujourd'hui, on a fait énormément d'avancées et l'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Donc peut-être qu'il est possible d'écrire un petit bout d'algorithme qui utiliserait une ou plusieurs caméras pour observer le comportement de quelqu'un et en faire des déductions. Eh bien, c'est exactement le sujet de ma thèse. En 2017, je rejoins un projet de recherche qui s'appelle CG, Chess Expertise from Eye Gaze and Emotions. Alors on pourrait traduire ce titre par estimation du niveau d'expertise d'un joueur d'échecs à partir du regard et des émotions. Donc ce projet consistait en l'utilisation d'un dispositif qui comportait un écran tactile et plusieurs caméras. Donc on demandait à un joueur d'échecs de s'asseoir devant le dispositif et de disputer une partie pendant que plusieurs caméras l'observaient. Donc on avait une Kinect en haut du dispositif qui se concentrait sur la partie haute, sur la partie corporelle haute du joueur d'échecs,
une caméra qui se concentrait sur son visage et un eye tracker pour traquer son regard sur l'échiquier. Et cet eye tracker était disposé juste en dessous de l'écran. Alors, mais qu'est-ce qu'on faisait avec toutes ces vidéos? Eh bien, la première chose qu'on regardait, c'était les émotions du joueur d'échecs. Alors, comment est-ce qu'on récupère les émotions de quelqu'un? Eh bien, on peut le faire en regardant la contraction des micromuscles au niveau du visage. Donc, avec notre vidéo de webcam, on l'a donnée à un logiciel de détection d'émotions, comme FaceReader ou OpenFace, qui est un logiciel libre. Et ces logiciels vont détecter les contractions au niveau du visage des micromuscles et faire le mapping vers des émotions. Alors tout ça, ça ne sort pas de nulle part, hein. C'est Paul Ekman, en 1978, qui a fait cette catégorisation de micromuscles vers des émotions. Et maintenant, c'est repris dans des logiciels de façon très très facile. Et maintenant, avec notre caméra, c'est possible aussi de récupérer ces informations. Alors, petite anecdote sur Paul Ekman, il a travaillé il y a quelques années sur une série télévisée qui s'appelle Lie to Me, et qui met en scène, devinez quoi, un mentaliste. Comme quoi, entre mentalisme et intelligence artificielle, on n'est pas très loin, tout se recoupe ce soir. Donc si on revient un petit peu à ce qu'on regardait sur les joueurs d'échecs, la deuxième chose, c'était le regard. On sait bien que le regard donne pas mal d'informations sur les intentions de quelqu'un, donc c'était très intéressant d'avoir cette information. Grâce à l'Eye Tracker et au logiciel propriétaire qui était vendu avec l'Eye Tracker, on pouvait récupérer facilement la position du regard sur l'échiquier. La troisième chose qu'on regardait, c'était les mouvements corporels du joueur. Donc avec la vidéo de la Kinect, on fournissait ça à un logiciel comme OpenPose, qui est un logiciel libre et qui fonctionne très bien pour faire la détection corporelle à partir d'une vidéo. Alors voici un exemple, une visualisation de toutes les données qu'on récupérait. Donc en haut à gauche, on a la vidéo de la Kinect, sur laquelle on a dessiné le corps qui a été détecté par OpenPose. En bas à gauche, on a l'échiquier, avec comme point rouge la position du regard actuel du joueur. En haut à droite, on a la webcam. Et sur cette image de webcam, on a dessiné la détection du visage qui est faite par les détecteurs d'émotions. Alors pour les émotions, on peut en tracer plein. On a décidé ici de tracer la valence, qui est une agrégation de toutes les émotions positives qu'on trace ici entre -1 et 1. Donc -1 étant l'émotion la plus déplaisante et 1 la plus plaisante. Et enfin, en bas à droite, on a l'information de profondeur qui est fournie par la Kinect, sur laquelle on a aussi dessiné l'information du corps qui était donnée par OpenPose. Alors une fois que notre dispositif fonctionnait bien, qu'on avait bien nos caméras et qu'on avait tous les logiciels pour analyser tout ça, on a organisé une expérimentation. Donc on a demandé à des joueurs d'échecs du bassin grenoblois de venir s'asseoir devant notre dispositif, de faire une partie pendant qu'on les enregistrait. Donc la première chose qui était à faire, c'était d'élaborer des tâches pour les joueurs d'échecs. Donc vous avez vu dans le petit spectacle avec Kevin et Marine, que Marine devait se souvenir d'un mot pendant que Kevin lui posait quelques questions pour essayer de deviner ses pensées. Donc nous, on a fait la même chose, on a élaboré des petits problèmes qu'on appelle aussi des puzzles d'échecs pour que les joueurs d'échecs soient engagés cognitivement pendant qu'on les enregistrait. Alors ces petits problèmes, on n'a rien inventé, ça existe depuis des centaines d'années et ils ont toujours à peu près la même tête. On est catapulté au milieu d'une partie, on ne la commence pas depuis le début. C'est au milieu d'une partie, on doit faire une succession de coups pour résoudre le problème, donc soit prendre une position avantageuse ou soit carrément gagner, donc faire échec et mat. Dans notre cas, on doit toujours faire échec et mat à l'adversaire dans un nombre de coups fini. Par exemple, ici, c'est au noir de jouer et ils peuvent gagner en 2 coups. Alors bien sûr, le nombre de coups demandés est directement lié à la difficulté du problème. Plus le nombre de coups demandés est grand, plus la difficulté est grande. Par exemple, ici, c'est au noir de jouer encore, il faut 5 coups pour résoudre le problème. Donc, quand on demande plus de 3 coups, ça devient très compliqué pour des débutants de résoudre le problème, parce qu'il faut anticiper la réponse de l'adversaire. Donc pour notre première expérimentation, on a élaboré 11 tâches, et on les a triées de la plus facile à la plus difficile. Les premières tâches demandant 1 à 2 coups étaient vraiment faciles, et ensuite la difficulté augmente. Alors, on a demandé à une vingtaine de joueurs donc de venir s'asseoir devant notre dispositif. On leur a présenté les 11 petits problèmes triés par ordre croissant de difficulté, toujours de la même façon, et les 20 joueurs ont essayé de résoudre ces problèmes pendant qu'on enregistrait toutes les informations avec nos caméras et nos logiciels.
À partir de tous les enregistrements des joueurs d'échecs, nous avons calculé quelques résultats qu'on va pouvoir donner à notre intelligence artificielle pour répondre à des questions. Ces données, ça s'appelle des paramètres caractéristiques ou des features en anglais, et elles permettent de donner un petit peu de sémantique et de sens à nos données. Donc par exemple, pour les données d'émotion, on a calculé pour chaque émotion basique, donc la joie, la colère, la tristesse, la surprise, le dégoût, on a calculé l'intensité, la durée d'exposition de cette expression, les variations, etc. Pour les données corporelles, notre logiciel OpenPose nous donnait la position en XY de chaque membre, on a calculé la profondeur, et on a calculé d'autres choses comme le volume occupé dans l'espace du corps entier, ou l'agitation en XYZ de chaque membre. Et enfin, pour le regard, on a calculé beaucoup moins, mais les plus importantes, c'est les fixations qui sont faites sur les pièces clés, et en fait sur toutes les pièces on a calculé. Donc les fixations, c'est lorsqu'on fixe quelque chose du regard, bien évidemment, et on a calculé le nombre de fixations par pièce et par case, et la durée de chaque fixation. Une fois qu'on a calculé ces paramètres caractéristiques, on va pouvoir les donner à un algorithme de machine learning. Alors qu'est-ce que c'est le machine learning? C'est des types d'algorithmes qui sont énormément utilisés dans l'intelligence artificielle, mais pas que, et sont énormément utilisés dans l'économie par exemple. D'ailleurs, le machine learning vient du domaine de l'économie. Alors qu'est-ce que c'est le machine learning? Ce sont des algorithmes qui permettent de faire des prédictions à partir d'observations. Nous, on va utiliser un SVM, donc Support Vector Machines. C'est un algorithme de machine learning très basique, mais qui fonctionne très bien. Donc le principe ici, c'est qu'on va montrer à notre SVM donc, nos données, donc les données émotionnelles, corporelles et oculaires, et on va classer nos joueurs. Donc on va demander à notre algorithme de machine learning de classer les joueurs selon leur niveau. On va faire deux classes, les joueurs de niveau moyen, intermédiaire, et les joueurs de niveau expert. Donc la première phase, qu'on appelle la phase d'apprentissage, on va demander à notre SVM de regarder les joueurs intermédiaires. On lui dit, bon bah ça c'est que des joueurs intermédiaires, et regarde leurs données. Essaye de comprendre les liens qu'il y a entre ces données. Et tu fais la même chose pour les experts. Et la deuxième phase, c'est on va demander au SVM de faire des prédictions. Donc on va lui montrer un nouveau joueur d'échecs qu'il n'a jamais vu, et on va lui demander, est-ce que tu es capable de me dire, d'après ce que tu as appris sur les observations, est-ce que tu es capable de me dire que quel est le niveau de ce nouveau joueur d'échecs? Alors, quelques résultats maintenant. On va regarder les scores de précision de notre SVM. Alors la précision, c'est pour savoir à quel point il est efficace pour classer le niveau d'un joueur entre intermédiaire et expert. Bien sûr, ces scores de précision sont directement liés aux données d'entrée qu'on donne à notre SVM. Alors si on regarde la première colonne sur le regard, si on donne que les données qui sont liées au regard à notre SVM, il est capable à 62% de dire si c'est un intermédiaire ou un expert. Alors 62%, c'est pas énorme. On avait quelques limitations dans notre dispositif et on n'a pas eu un très bon score. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est les données corporelles. On voit que si on donne que les données corporelles à notre SVM, on atteint 90% de précision. C'est fou, non? Juste en regardant les mouvements du corps d'un joueur d'échecs, on est capable de dire si c'est un expert ou non. Avec l'émotion, on est à 86%. C'est un peu moins bien, mais c'est quand même pas mal du tout. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'on fusionne toutes les données. Donc c'est quand on fait de la fusion de données, quand on prend le regard, les émotions et les corporels et qu'on met tout ensemble. On se serait attendu à avoir au moins le maximum, donc 90%, voire mieux, et là on n'a que 83%. Et oui, parce que la fusion de données en machine learning, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Et nous, on est resté assez naïfs, on voulait avoir une réponse assez rapidement, donc on a juste concaténé. Mais ce qui est super intéressant avec l'utilisation de plusieurs modalités, c'est que ça rend notre algorithme très robuste. Parce que dans la vie de tous les jours, nos capteurs ne font pas des observations tout le temps. Parfois, il y a des problèmes, des dysfonctionnements ou des occlusions. Par exemple, dans notre cas, si les joueurs d'échecs mettaient sa main devant le visage, on perdait l'information du regard et on perdait l'information émotionnelle. Mais on a toujours l'information du corps. Donc ça rendait notre algorithme peut-être moins précis, mais plus robuste. Autre résultat qu'on a calculé, on a demandé à notre SVM de classer donc les paramètres caractéristiques, donc ces entrées, de la plus significative à la moins significative. C'est-à-dire de nous dire quelles sont les données qui lui donnaient le plus d'informations sur le niveau d'un joueur d'échecs. Et c'est super intéressant. Donc la première, c'est la variation de l'agitation en Y.
Donc pour l'algorithme SVM, ce qui lui donnait le plus d'informations sur le niveau d'un joueur, c'est la manière dont il bougeait en Y, c'est-à-dire de haut en bas. Alors pourquoi? Bonne question. Moi, mon hypothèse, c'est que lorsqu'on se sent confiant, eh bien on bombe le buste, donc peut-être on occupe plus des passes en Y, et quand on est moins confiant et qu'on se pose plus de questions, eh bien on a tendance à se recroqueviller. Mais ça, c'est mon hypothèse. On n'a pas vraiment vérifié. La deuxième chose pour le SVM qui est très parlant, c'est l'expression du dégoût. Pour lui, lorsqu'un joueur exprimait le dégoût sur son visage, hop, c'était super parlant pour le SVM et il savait tout de suite si c'était un novice ou un expert. Je vous laisse deviner quel est le niveau d'un joueur qui exprime du dégoût sur son visage. Et la troisième information, c'est la durée de fixation sur les pièces clés, donc les pièces qui ont servi à résoudre le problème. Donc pour le SVM, de voir un joueur qui passe beaucoup de temps à regarder ou pas des pièces clés, c'est très significatif. En tout cas, c'est super intéressant de voir que les trois données les plus significatives pour notre SVM viennent bien des trois modalités différentes, émotionnelle, corporelle et oculaire. On voit bien que ça donne énormément d'informations. Allez, je partage avec vous un dernier résultat qui nous avait beaucoup plu à l'époque. Ici, on s'intéresse à l'activité émotionnelle des joueurs d'échecs. Donc on regroupe les joueurs d'échecs en deux classes, donc nos intermédiaires et nos experts. On voit sur les courbes, en rouge, on a les intermédiaires et en bleu, on a les experts. Alors qu'est-ce qu'on appelle activité émotionnelle? Donc avec nos logiciels de détection d'émotions, lorsque le logiciel détectait qu'un joueur exprimait une émotion, par exemple la joie, et qu'il passait vers une autre émotion, par exemple la tristesse, on comptait comme une variation. Et c'est ces variations qu'on appelle activité émotionnelle. Alors bien sûr, ici on a fait des moyennes entre joueurs de même niveau, et on a aussi proportionné sur le temps de jeu, pour pouvoir les comparer et pour que ça ait du sens. Alors ces courbes, en X, on a les problèmes résolus. Donc ce sont les mêmes problèmes que je vous ai présentés tout à l'heure. On en a 11, de la plus facile à la plus difficile, et c'est dans cet ordre-là que les joueurs les ont résolus. Alors la première chose qui est hyper intéressante à voir, c'est que jusqu'à la tâche numéro 6, on n'a quasiment aucune activité émotionnelle. Et oui, parce que ces problèmes demandaient 1 à 2 coups pour les résoudre, et c'était des problèmes très faciles, donc pas beaucoup d'activité émotionnelle. Mais par contre, à partir de la tâche numéro 7, qui est la première qui demande 3 coups pour résoudre, alors là, l'activité émotionnelle explose, surtout pour les intermédiaires. On voit bien que là, quelque chose se passe, ils n'arrivent plus beaucoup à résoudre le problème, d'ailleurs beaucoup de gens l'ont échoué, et on voit que l'activité émotionnelle explose. Pour les experts, ça monte aussi, mais beaucoup plus doucement. La deuxième chose intéressante, c'est à partir de la tâche numéro 9, pour les intermédiaires, l'activité émotionnelle descend. Et oui, ça devient de plus en plus compliqué et les joueurs intermédiaires arrivent de moins en moins à résoudre le problème. Et vu qu'ils voient que la difficulté augmente, et bien au bout d'un moment, ils abandonnent. Donc, s'ils abandonnent, il n'y a plus d'engagement cognitif et on observe beaucoup moins d'activité émotionnelle. Par contre, pour les experts, on voit que ça continue de monter. Et oui, parce qu'ils sont toujours en train de résoudre les problèmes. Eux, ils y arrivent, donc ils sont toujours engagés cognitivement et on voit toujours de l'activité émotionnelle. Ce qui aurait pu être super intéressant, c'est de continuer à leur proposer des problèmes de plus en plus durs pour voir à quel moment ils décrochent, pour voir à quel moment il y a plus d'activité émotionnelle. C'est super intéressant, non? Rien qu'en regardant les émotions, nous aussi on est capable de voir la différence entre novices et experts. Alors vous en pensez quoi? Vous pensez vraiment que du coup le discours de Hall dans 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est vraiment de la science-fiction aujourd'hui? Je vous ai montré qu'avec quelques caméras qu'on peut acheter en supermarché, des algorithmes libres pour faire des détections émotionnelles, des détections de corps, position corporelle, et des algorithmes de machine learning très basiques comme un SVM, on pouvait observer le comportement de personnes qui étaient en train de résoudre des problèmes et en faire des déductions. Alors bien sûr, ces résultats, c'était vraiment les premiers calculs qu'on a fait pendant notre thèse dans le projet, et c'était vraiment la phase d'exploration. On allait beaucoup plus loin, et si ça vous intéresse, je vous laisse soit me contacter, soit aller sur internet, vous pouvez trouver plus d'informations sur ma thèse. Alors par contre, je vous vois venir, hein. Vous allez me dire, mais à part remplacer Kevin Mikou par une IA, ou un algo, et ça je suis pas sûr qu'il soit d'accord, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Eh bien ça sert à plein de choses. La première application, c'est d'utiliser ça pour des pilotes d'avion. On sait que les pilotes d'avion, lorsqu'ils sont soumis à une situation extrêmement stressante, peuvent faire des erreurs qui sont parfois très grossières pour leur niveau d'expérience. Et le problème, c'est qu'ils sont dans ces situations critiques où il peut y avoir des morts.
Donc on pourrait utiliser notre dispositif pour détecter à quel moment les pilotes deviennent stressés, pour soit les avertir eux-mêmes, leur dire de faire attention, soit d'avertir d'autres autorités pour essayer de prévenir les accidents. Donc on pourrait utiliser notre dispositif soit directement dans les avions, soit dans des simulateurs pour essayer de mieux comprendre comment réagissent les gens. La deuxième application, ce sont des petits robots accompagnateurs pour des enfants qui seraient atteints d'autisme. Donc on aurait notre dispositif directement intégré dans le robot pour observer l'enfant. Parce qu'il a été prouvé que certains enfants atteints de certains types d'autisme sont beaucoup plus à l'aise avec des robots qu'avec des humains. Parce que les humains, c'est compliqué à analyser, ça fait plein de mouvements avec les bras, ça fait plein de choses avec son visage. Donc pour certains types d'autisme, c'est très compliqué à analyser. Par contre, les robots, ça ne bouge pas beaucoup, on peut leur demander de ne pas beaucoup bouger et c'est beaucoup plus facile pour eux. Maintenant, il faudrait que les robots puissent réagir et donner des réponses qui sont en adéquation, avec la réponse de l'enfant, et du coup notre dispositif pourrait être une première solution. La dernière application, qui est peut-être la plus intéressante pour nous, c'est dans notre projet de recherche. Je sais qu'actuellement ils sont en train d'adapter le dispositif que j'ai utilisé pour les joueurs d'échecs au domaine de l'éducation en général. Donc pour les MOOC, qui est de l'éducation à distance, ou même dans les classes, pour connecter les classes, on pourrait utiliser le dispositif pour observer les étudiants, les apprenants, pour savoir à quel moment ils sont stressés, à quel moment ils ont l'air de décrocher lorsqu'on leur explique quelque chose, pour pouvoir adapter le contenu de l'enseignement. Donc si le contenu de l'enseignement vient d'un ordinateur, on pourrait directement l'adapter automatiquement. Si ça vient d'un enseignant, on lui enverrait un petit message, et il pourrait donc soit revenir en avant, soit demander directement aux étudiants qu'est-ce qui se passe. Et ça peut être vraiment bien, surtout dans ce contexte où les étudiants prennent beaucoup de cours à distance. Voilà en ce qui concerne les applications. Je vous donne quelques informations concernant les sources, donc des images que j'ai utilisées, des logiciels et aussi des articles que j'ai cités. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention et on passe tout de suite aux questions. Et de nouveau bonsoir, un immense merci pour cette conférence passionnante. Personnellement, j'essaye encore de me remettre des émotions, mais tout va bien. Hey, il est bon, Kevin. Il est vraiment bon, je me suis bien fait avoir. Ouais. Je vais prendre juste une toute petite seconde pour vous rappeler qu'il y a une Switch à gagner ainsi qu'un coffret Le Compteur de Mathilde. Pour participer, il faut vous abonner à notre chaîne YouTube. Les tirages au sort auront lieu demain matin et on va passer tout de suite aux questions-réponses. Yes. Tu es prêt, Thomas? Non, mais c'est pas grave. Ça a le mérite d'être honnête. Si. Alors, on va les prendre dans l'ordre d'arrivée. Yes. Donc la première nous venait de Damien et il nous demande, y avait-il un grand écart type de niveau entre les membres de l'échantillon? Alors, merci pour la question, Damien. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le caser dans la conférence, mais donc il y avait un petit peu d'écart, il y avait pas mal d'écart même. Hein. Donc on avait des débutants qui étaient en... Alors je sais pas si vous connaissez la manière de classifier les joueurs d'échecs, c'est le Elo Rating. C'est un classement qui est universel. Hein. Et donc on avait des joueurs qui étaient environ à 1100, donc c'était vraiment c'était des débutants. On en avait beaucoup qui étaient autour de 1400, 1500 parce qu'ils étaient en club d'échecs. Et on en avait pas mal, c'est ceux qu'on considérait comme experts, qui étaient autour de 1900 et 2200. Donc le pic c'était à 2200, donc il était quand même assez bon. Ouais. Donc on avait quand même un bon écart. On avait quand même un bon écart sur les 21 joueurs qu'on avait. La question suivante nous vient de JB. Comment sont gérés les biais extérieurs agissant sur les émotions? La mise en condition de jouer devant les caméras par exemple n'influence-t-elle pas les émotions justement? Ouais, alors merci JB, c'est une super question ça. C'est une super question et forcément quand on demandait aux joueurs d'échecs de s'asseoir devant tout ce dispositif là avec les 3 caméras, forcément ça fait plaisir à personne quand on s'assoit devant 3 caméras et qu'on leur dit bon ben faites comme si rien n'était. Parce que clairement, on leur disait faites comme si rien n'était. On leur disait pas qu'on regardait leurs émotions, on leur disait pas qu'on regardait leur corps. Bon, ils devinaient qu'on regardait leur regard parce qu'on était obligé de faire une calibration. Donc on était obligé de leur dire là, on va utiliser un eye tracker pour savoir où est-ce que vous regardez. Donc forcément, pour le regard, ils savaient, mais pour les autres caméras, ils n'étaient pas au courant de ce qu'on allait faire avec. Forcément, c'est impressionnant. Moi là, je suis devant des caméras, c'est impressionnant. Bon, moi je sais pourquoi je fais ça là, mais les joueurs d'échecs ne savaient pas.
Et on essayait de leur dire, faites comme si rien n'était. Alors pour les détendre un petit peu, on va dire, en fait on leur faisait jouer une partie, avant de passer au test, on leur faisait jouer une partie, ils prenaient le temps qu'ils voulaient pour faire cette partie, pour s'accoutumer avec l'écran tactile, ils pouvaient jouer, donc ils jouaient avec les mains sur l'écran tactile, comme ça ils s'accoutumaient un petit peu comment ça marchait, et ils essayaient, je faisais tourner les caméras en même temps, et ils essayaient du coup de s'affranchir un petit peu de ce qui passait autour. Et j'ai eu quelques retours de joueurs d'échecs qui me disaient que ça les dérangeait pas trop parce que le jeu d'échecs c'est quelque chose qui leur demande énormément de concentration. Ils ont l'habitude, lorsqu'ils sont soit en club, soit en compétition, qu'il y ait du monde qui regarde leur partie. Donc ils ont l'habitude d'avoir en fait le regard sur eux et sur le jeu d'échecs. Et ils ont aussi l'habitude, pour les plus jeunes, de résoudre des problèmes sur Internet, sur leur écran. Donc quand je posais la question à la fin, parce que je posais la question de est-ce que ça les a dérangés de résoudre des problèmes devant des caméras, la plupart, donc il y en a quelques-uns qui m'ont dit que ça les a dérangés. Je m'en souviens de 2 particulièrement qui avaient dit qu'ils étaient vraiment très stressés et ceux-là on les a sortis du lot, on les a sortis des tests et des résultats. Mais la plupart m'ont dit qu'après 1 ou 2 parties, ils n'y pensaient plus. Donc c'est toujours un problème quand on demande quelqu'un de réaliser une tâche devant des caméras sans leur dire ce qu'on regarde, c'est toujours un problème parce qu'on ne sait jamais vraiment l'impact que ça peut avoir. Et bon, voilà, j'espère avoir donné quelques éléments de réponse en tout cas. Ensuite, nous avons Seb qui demande si la population d'apprentissage était la même que la population de test. D'accord. En fait, on a fait de la cross-validation pour calculer les résultats que je vous ai présentés de précision pour notre SVM. On a fait de la cross-validation, c'est-à-dire qu'on a sélectionné, je crois qu'on restait sur du 10%, on prenait 10% de la population qu'on sortait de l'apprentissage, on apprenait sur les 90% restants, puis on testait sur les derniers 10%. Et on a fait de la cross-validation pour faire une moyenne ensuite sur ces précisions, c'est-à-dire qu'à chaque fois on recommençait, on faisait apprendre sur 90 autres et on testait sur les 10 autres derniers. Donc ça c'est de la cross-validation, il y a pas mal de docs là-dessus si vous voulez vérifier un petit peu comment ça marche. Ensuite, la question de Guillaume, tu as partiellement répondu tout à l'heure. Est-ce que les échantillons avaient connaissance des paramètres de test? Ouais, du coup merci Guillaume. Et voilà, comme j'ai dit, pour les émotions et pour les aspects corporels, ils n'étaient pas au courant. Bon, ils savaient qu'il y avait des caméras qui les filmaient, hein. Il y avait des petites loupiottes qui s'allument à chaque fois qu'on les filme, donc ils savaient qu'on filmait quelque chose. Pour le regard, ils savaient, parce qu'on leur demandait de faire une calibration pour calibrer la caméra juste avant, mais on ne leur disait pas ce qu'on regardait. On ne leur disait pas qu'on était là pour essayer de voir leur niveau de stress, pour essayer de modéliser leur raisonnement avec ce type de données. On leur disait simplement, on est là pour faire une étude scientifique et on vous présentera à la fin du test notre expérience, nos hypothèses et ce qu'on a regardé. Donc on leur donnait le moins d'informations possible sur le contexte scientifique de notre expérience. On leur donnait simplement les infos pour jouer la partie et résoudre les tâches. Donc partiellement oui, partiellement non. Il y a pas mal de questions, donc on va essayer de répondre à un maximum. On risque de dépasser un petit peu le temps qui était annoncé. Donc Nathanaël demande ensuite s'il y a d'autres algorithmes que SVM qui sont plus performants. Yes, ouais, alors on est resté sur du SVM parce qu'on voulait un petit peu comme une proof of concept de valider en fait notre dispositif avec un algo de machine learning qui était très simple. Comme ça, il y a beaucoup de gens qui connaissaient le SVM, ils savaient très bien comment ça marchait, donc on voulait vraiment utiliser quelque chose de simple. On a utilisé des réseaux de neurones aussi. Donc exactement sur cette expérience-là, j'ai utilisé des réseaux de neurones à côté, en parallèle du SVM, et on avait à peu près les mêmes résultats. Par contre, pour les expériences qu'on suivit dans la thèse, j'ai toujours utilisé des réseaux de neurones, et je n'ai pas comparé vraiment avec les SVM. Donc pour ce type d'expérience avec des modalités différentes et des types de données différentes, je dirais que le SVM pour nous a suffi parce qu'on ne cherchait pas en fait à avoir quelque chose d'extrêmement performant, on se demandait simplement est-ce qu'on peut voir quelque chose dans nos données. Donc on utilisait quelque chose qui était à la fois efficace mais peut-être pas le plus performant. Voilà, j'espère avoir donné cette réponse. La question suivante nous vient de Jennifer. Est-ce que cette variation d'activité émotionnelle pourrait permettre d'affiner les variations de niveau
comme intermédiaire, semi-intermédiaire, expérimenté, expert, etc. Alors merci, ouais. Je pense que oui. Je pense que oui, mais alors là, il faudrait un nombre de participants énorme en fait. Là, pour la première expérimentation, on n'avait qu'une vingtaine de participants. Donc pour avoir cette granularité dans l'apprentissage, c'est quasiment impossible. Pour faire ça, j'en suis sûr que c'est possible, parce que la théorie, clairement, c'est possible. Hein. Le classement Elo Rating, c'est quelque chose, c'est linéaire, hein, c'est une régression. Donc si on a assez de personnes, on pourrait mapper chaque joueur sur cette ligne de niveau. Mais clairement, avec 20-40 personnes, on ne peut pas du tout avoir ce niveau de granularité. C'est pour ça qu'on gardait des grandes boîtes, experts et intermédiaires. Mais en théorie, c'est possible. Ensuite, Guillaume demande s'il y a une limite dans l'apprentissage à partir de laquelle on considère qu'on n'apprend plus, voire qu'on régresse. Alors ça, c'est une super question qui sort un petit peu de mes domaines de compétences. Donc là, pendant ma thèse, je suis arrivé dans cette thèse, je n'y connaissais rien du tout en sciences cognitives, que ce soit dans l'utilisation de la mémoire, sur la résolution de problèmes, sur l'apprentissage. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, j'ai pas mal dialogué avec des experts aussi. Donc je pense pas être le mieux placé pour répondre à cette question. Mais peut-être les éléments que j'avais et que j'ai lus qui étaient quand même assez intéressants là-dessus, c'est que apparemment de ce que j'ai lu hein, dans le côté sciences cognitives sur comment l'apprentissage fonctionne pour les joueurs d'échecs, il disait que pour devenir grand maître, il fallait environ 10 000 heures de jeu. Et à partir de 10 000 heures de jeu, c'était quasiment sûr qu'on devenait à peu près grand maître. Et donc ça, je sais que ça répond pas du tout à la question que je fais du meublage, mais voilà, c'était pour donner une information en plus. Je pense pas avoir les compétences pour répondre à cette question, clairement. Mais merci en tout cas. Jean demande ensuite, avoir un jeu de données a dû prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous pourriez utiliser des streams Twitch de joueurs comme Blitzstream, BAP, Hikaru pour avoir un jeu de données de grande taille? Et c'est une bonne question, Jean. C'est une bonne question, mais du coup, dans notre cas, on avait des caméras qui filmaient le joueur d'échecs pendant qu'il était en train de résoudre le problème. Sur Twitch, on ne voit pas forcément le joueur. Si, parfois il y a la caméra qui est sur le joueur, effectivement. Donc, avec la webcam du joueur qui est en train de streamer sur Twitch, on pourrait récupérer l'information du visage si la webcam est d'assez bonne qualité et qu'on a un assez bon éclairage sur le visage. Et on pourrait aussi récupérer les mouvements du corps. Ce qu'on ne pourrait pas récupérer et qui est différent de notre expérience, c'est le regard. Alors il existe quelques algorithmes qui fonctionnent pour détecter le regard, pour traquer le regard avec une webcam. Par contre, ça nécessite quelques réglages. Déjà de dire où est l'écran par rapport à la caméra, et c'est beaucoup moins précis qu'un eye tracker. Donc pour le regard, on aurait quelques soucis. Et l'autre point différent par rapport à notre expérience, c'est qu'on demandait aux joueurs de jouer avec un écran tactile. Parce qu'on voulait avoir du mouvement, on voulait que ce soit assez naturel pour eux, et on voulait qu'ils bougent les mains pour jouer, comme quand ils jouent pour de vrai. On ne voulait pas qu'ils soient simplement à la souris, parce qu'à la souris, on n'a aucun mouvement, on n'a aucune information. Donc pour revenir à la question, est-ce qu'on peut utiliser les parties de Twitch pour récupérer de l'information avec la webcam qui est sur le joueur? On pourrait récupérer une bonne partie des informations, ouais. Mais peut-être pas tout, et du coup, il faudrait adapter une nouvelle expérience. Mais pourquoi pas? C'est une bonne idée, ouais. C'est une bonne idée, merci. Alors ensuite, on a une question qui lie ce que tu es en train de dire et puis le warm-up. Et en tout cas, moi, j'ai pas la réponse, je sais pas si tu l'as. Avez-vous demandé à Kevin quel élément du visage il observe le plus pour connaître les émotions? Alors moi, personnellement, j'étais tellement dans le vif que j'ai pas pensé à lui poser la question. Mais on va lui poser la question et on vous donnera la réponse. Après, je sais pas si toi, t'as de l'expérience là-dedans. Non, mais j'étais un peu loin, donc je pouvais pas voir exactement les micro-expressions du visage de Marine. Je sais que ça marche là-dessus. Enfin, moi, j'ai regardé pas mal de vidéos de mentalistes et je sais qu'il y a pas mal de choses qui marchent là-dessus. Hein. Sur le visage, le visage trahit pas mal de nos pensées et de nos émotions. Alors, par contre, pour dire lesquelles, je pense que je suis pas assez bon. Mais je suis sûr que sur YouTube, il y a pas mal de choses là-dessus. Je suis sûr que sur YouTube, il y a pas mal de choses là-dessus. Et je pense qu'on demandera à Miku et il répondra à la question. Là, on a une super question qui nous vient d'Alexandre Vienne. Donc Alexandre Vienne, pour ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui n'étaient pas présents mardi soir,
C'est notre conférencier, donc Le cas s'en rappelle. sur- Le cas s'en rappelle. le décor s'en rappelle tout à fait. Donc Alexandre nous a présenté une conférence sur le thème de la réalité augmentée, réalité virtuelle mardi. Et donc, peut-on utiliser le mentalisme ou une IA pour optimiser ses chances de séduire quelqu'un? Pouah. Pardon. J'en suis sûr que oui. Enfin, on fait tellement de choses bizarres avec l'intelligence artificielle de nos jours que ça ne m'étonnerait pas. J'ai pas encore la solution et le mix parfait. Mais je pense que dès que je l'ai, je pourrais me faire beaucoup d'argent. Mais là, clairement, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Ça me rassure un peu quand même. Voilà. T'as commencé par me faire peur. On a Eric qui nous demande à quel point peut-on considérer cette technique fiable dans des tournois de niveau mondial, sachant que bon nombre de joueurs souffrent de troubles comportementaux, Asperger, etc. Ouais, bah ça c'est une super question. C'est une super question et bah là forcément on s'attaque un petit peu à une population qui se comporte complètement différemment de nous. Du coup en fait, vu qu'aujourd'hui on se base par exemple pour l'étude des émotions, on se base sur des travaux d'Ekman et d'autres chercheurs qui ont été réalisés sur une population qui ne sont pas atteintes d'autisme. Et du coup il y aurait beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de nos... quel est le mot? J'oublie mon mot. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se base qui ne tiendraient plus avec ce genre de personnes. Donc on ne pourrait pas en fait, on ne pourrait simplement pas, je pense. Il faudrait réentraîner des algos de reconnaissance d'émotions qui se baseraient simplement, par exemple, sur des autistes qui ont le syndrome d'Asperger. Et là, pour l'instant, ça n'existe pas. Et clairement, ça serait très compliqué parce que d'une personne à l'autre, on peut avoir des comportements qui sont complètement différents. Et par contre, reconnaître, je pense, quelqu'un qui a un syndrome d'autisme et qui se déplace, qui se comporte avec son corps de façon complètement différente, on pourrait le détecter ça. On pourrait dire, ah, lui, il se comporte complètement différemment et ça voudrait dire quelque chose, il faudrait l'interpréter. Mais entre plusieurs personnes, on ne peut pas le faire encore aujourd'hui, je pense. Et puis, je suis pas du tout, je n'y connais pas beaucoup là-dessus. Mais merci, bonne question. Avant de passer à la question suivante, tu regarderas tout à l'heure les commentaires dans le chat, mais la possibilité de se faire de l'argent a priori intéressé beaucoup. C'est vrai, je suis libre pour les associations et les trucs, hein. Je suis dispo là demain si vous voulez. La question suivante nous vient d'Olivier. Est-ce que les résultats sont dépendants du genre homme-femme ou par exemple au niveau de l'activité émotionnelle? Alors, super question. Il faut savoir qu'en jeu d'échecs, il y a très peu de femmes. Les femmes sont sous-représentées dans le jeu d'échecs. Donc on avait dans mes 3 ans de thèse où j'ai reçu beaucoup de joueurs d'échecs pour des expérimentations, j'ai dû voir environ 5 filles sur peut-être les 50 personnes. Ouais, du coup ça fait bien les 10% que j'avais en tête. Et donc là ça devient très compliqué, je pense. Pour comparer hommes et femmes, il nous faudrait exactement le même nombre et avoir des grands nombres, on va dire. Et là, aujourd'hui, je ne pourrais pas répondre à la question. Dans notre cas, nous. Par contre, j'en suis sûr, et ça c'est même sûr et certain, qu'il y a déjà des études qui ont été faites pour comparer l'expression des émotions chez les jeunes et les femmes. Et ça, par contre, il faudrait chercher des papiers et des infos là-dessus. Et on n'en a pas trop tenu compte, nous, en tout cas. Donc, merci Olivier pour la question. Le chrono est en train de tourner, donc on va prendre le temps de répondre encore à 2-3 questions, puis après on vous libérera. Alors Philippe demande, est-ce que votre résultat est identique au lexique de la synergologie? Avez-vous vérifié la justesse de vos résultats par rapport à la connaissance actuelle? Je n'ai pas compris la question. Ah. Synergologie? Je n'ai pas le mot synergologie. C'est très gênant. Pardon. C'est très gênant. Est-ce que quelqu'un peut le lancer dans le chat d'une rapidité extrême? On prend la question suivante et ça laissera le temps d'avoir une réponse. Alexandre vient encore. Alexandre, mais je vérifie parce que... Alors, est-ce que l'analyse comportementale s'applique à tous les individus, quelle que soit leur culture, y compris les Japonais qui hochent la tête de gauche à droite pour dire oui? Et ouais, ça c'est très intéressant. Mais de toute façon, c'est bien connu que les algorithmes aujourd'hui sont très centrés sur les types européens et américains. Hein. Les 3/4 de nos algos sont faits avec des... Tu rigoles, du coup ça m'a déconcentré. C'est pas grave. C'est pas grave.
C'est connu, il y a eu beaucoup de scandales comme quoi les algos n'arrivaient pas à détecter des personnes de peau noire par exemple. Bon, maintenant ça s'est beaucoup amélioré, hein. Mais du coup nous on n'a pas tenu compte aussi de cette différence parce qu'à l'époque, enfin il y a 3-4 ans là quand j'ai commencé cette thèse, on ne s'est pas trop posé la question. De toute façon, pour me rattraper un petit peu des Asiatiques dans notre expérience, je crois qu'on n'en avait pas. Et ça ne répond pas trop à la question. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il y a des différences de comportement selon les cultures. C'est pour ça que Darwin et Ekman sont par exemple très critiqués parce que eux, ils prônent l'universalité, comme quoi on exprime les émotions. Tout le monde exprime les émotions de la même façon, alors que c'est extrêmement critiqué aujourd'hui, et je suis assez d'accord. Et il y a pas mal de choses encore à faire là-dessus, mais on n'en a pas tenu compte, nous, dans notre expérience. Mais très bonne question, ouais, c'est très pertinent. Je vais te partager le pourquoi je me suis mise à rire. Je vous le partage aussi à l'écran. C'est Chloé qui demande si Kevin n'a pas laissé son dico. Non, il est parti, Voilà, non, il est parti avec. On voulait le garder. On a un élément de réponse Allez. qui nous vient de Florent, qui dit que les mouvements capturés avec OpenPose donnent des éléments de synergologie. Bon. Alors, très bien. Alors, OpenPose, ça me donnait... Enfin, moi, de ce que je récupérais d'OpenPose, c'était la position des membres, donc des membres du corps, enfin des membres du corps de la personne, et du coup je ne me souviens plus de la question. Et pas moi non plus. Alors, la personne qui avait posé la question sur la synergologie et la comparaison, si on ne retrouve pas la question, etc., au pire vous pouvez m'envoyer un message. Ah, attends. Yes. La synergologie est une discipline du champ de la communication basée sur les communications non verbales. Excellent. La synergologie est une discipline du champ de la communication. Ok, et du coup c'était quoi? Donc la définition c'est bon, c'est bien parce qu'on était en retard, donc là on va prendre la question d'Alexis. Voilà, la personne qui avait envoyé la question sur la synergologie, n'hésitez pas à me contacter par mail, thomas.guns@solution.net, et avec plaisir pour répondre à la question. Excusez-moi du coup. Yes. C'est moi, je t'ai interrompu, pardon. Mais non. Alexis qui repose sa question, et tu as bien fait. Pourquoi ne pas leur dire ce que vous étudiez en les filmant pour éviter qu'ils fassent attention à ce qu'ils font? Exactement. Parce que si on leur dit, par exemple, on est en train de regarder vos émotions, sur le moment, lorsqu'ils vont être concentrés dans leur tâche, et s'ils vont se rendre compte que d'un coup ils se mettent à sourire parce qu'ils ont la réponse, ou d'un coup ils vont être mécontents, froncer les sourcils parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la réponse, ils vont se dire « Ah oui, mais mince, ils sont en train de me filmer », et du coup, là, bam, à partir du moment où ils sont en train de se dire « Mince, ils sont en train de me filmer », là, ça va changer quelque chose dans leur comportement. Déjà, ils vont arrêter de penser à la résolution de la tâche, et du coup, vu qu'on est en train de les filmer, nous, on va interpréter ce moment-là comme en nous disant, bah là, ils sont toujours en train de réfléchir à la tâche, mais non, ils sont en train de réfléchir à ce qu'on est en train d'enregistrer d'eux, et ça va complètement changer leur comportement. Ça, c'est sûr et certain, c'est pour ça on leur en dit le moins possible pour qu'ils soient le plus naturel possible, parce qu'au final, on essaie de créer des algorithmes pour observer les humains dans leur comportement naturel, pas lorsqu'ils sont au courant de ce qui se passe. Voilà. Merci Alexis pour la question. Du coup, là, on a Gwen qui nous donne la définition et Raphaël qui nous a repartagé la question. Vous êtes excellent. On devrait y Vous êtes arriver. trop chaud. Donc, la définition exacte, discipline de la synergologie, pour rappel, discipline pseudo-scientifique du champ de la communication dont l'objet est d'appréhender le fonctionnement de l'esprit humain à partir de la structure de son langage corporel. Trop bien. Et donc, la question était, est-ce que votre résultat est identique au lexique de la synergologie? Avez-vous vérifié la justesse de vos résultats par rapport à la connaissance actuelle? Merci Raphaël, merci Gwen pour ton implication. Et maintenant, ma première question c'est, qu'est-ce que le lexique de la synergologie? Non mais j'imagine, je suppose que ce lexique doit vouloir dire que lorsqu'on a un mouvement, ça veut dire quelque chose dans la communication. Mais vu que je m'y connais très peu, je pense que je vais avoir beaucoup de mal à répondre à la question. Les seuls mouvements que moi j'ai appris lorsque j'ai étudié tout ce qui est sciences cognitives, surtout avec Damasio, qui en parlait beaucoup. Donc c'est un chercheur qui parle beaucoup des mouvements corporels et de leur signification. Il commentait énormément les mouvements des bras et ce qu'ils appellent les mouvements de diversion. Lorsqu'on est extrêmement concentré sur une tâche et que cette tâche, par exemple, devient trop stressante pour nous, on a tendance inconsciemment à bouger nos bras, à faire « mince, qu'est-ce qui se passe ?» Par exemple, si on me pose une question là gênante, je vais me dire « mince » et je vais me mettre à bouger inconsciemment. Et en fait, ces mouvements de diversion sont là pour
pour en fait divertir le cerveau qui est en train de rentrer en ébullition en mode « Ah mince, c'est trop gênant ». Et ces mouvements sont là pour le divertir et lui dire « Bon bah, souffle un petit peu, on fait un mouvement qui sert à rien, comme ça tu relâches un peu la pression et tu peux revenir là-dessus ». Donc là, c'est tout ce que je sais sur peut-être ces aspects de scénariologie. Je n'y connais pas du tout. Désolé, on a pourtant essayé d'y répondre à cette question, mais je m'y pencherai. Merci beaucoup. Et navré pour... On va prendre une dernière question, puis ensuite on va libérer, parce qu'il est déjà 7h15. Yes. Joël demande, est-ce que les cultures, âge et autres critères sont fournis au classificateur SBM? Si oui, était-ce des composantes significatives? Super bonne question. On ne les a pas données au SVM. Mais ça serait éventuellement une bonne chose à faire. En fait, ce qu'il faudrait utiliser surtout, c'est de rentrer ces informations déjà dans les algorithmes de détection d'émotions, par exemple. Parce que les détections d'émotions sont faites, les algorithmes qu'on a utilisés, surtout celui de FaceReader de Noldius et OpenFace, sont surtout faits sur des personnes, sur des adultes, des jeunes adultes, hommes et femmes de toutes couleurs. Et donc déjà, rien que ça, dans l'algorithme d'émotion, il est déjà un petit peu biaisé. Et donc effectivement, si on revient un petit peu à notre expérience, et si on utilise les traits de culture, l'âge, etc., donc on ne l'a pas pris en compte, mais j'en suis sûr que ça peut apporter pas mal d'informations. Mais encore une fois, plus on apporte de dimensionnalités différentes, plus on apporte de variables différentes, plus il est nécessaire d'avoir une population grande, parce que sinon on va avoir des problèmes d'hyperdimensionnalité. Et donc ça, le nombre de personnes, on n'en avait pas énorme. Donc je pense que ça peut nous donner énormément d'informations, effectivement. Mais dans un premier temps, on n'avait pas assez de monde. Et dans un deuxième temps, il faudrait aussi revoir les algorithmes qu'on utilisait, sur lesquels on se basait, qu'on a utilisés comme outils, qui eux sont aussi extrêmement biaisés en fait. Voilà, j'espère avoir donné quelques infos intéressantes pour cette réponse. Merci en tout cas. Super. Et merci beaucoup pour tout ce temps passé ensemble. Merci pour toutes vos questions hyper intéressantes. On va s'arrêter là, ça y est, la Tech Week c'est terminé. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci. Il y a quelques personnes qui demandent si j'ai une blague, mais c'est pas du tout mon genre. Donc non, c'est pas de blague. Je vais simplement prendre le temps de remercier absolument toutes les personnes qui ont participé à cette Tech Week. Donc nos 3 warm-up, Gester, Pierre Florentin et Kevin Micou, qui nous ont fait des super performances artistiques. Nos 4 conférenciers, Alexandre, Lionel, Yvan et Thomas ce soir, bravo et merci vraiment infiniment. Bien sûr, je remercie l'équipe Kaizen et sa confiance. Et encore une fois, Cam Production, pour tout le travail technique de la captation, la réalisation, la diffusion, vraiment bravo et merci encore. Et puis pour clôturer cette Tech Week 2021, nos 3 dirigeants m'ont chargé d'un petit mot à vous transmettre, que je vais vous lire tout de suite. Marine. C'est toi. C'est moi. Ouais. Marine, tu es vraiment exceptionnelle. Quelle chance. Voilà, c'était ça la blague. Donc revenons sérieux. De la part de Jérémy Gomez, Bruno Jouve et Philippe Toureille, un immense merci, un grand bravo à toutes les personnes qui ont contribué à la création, la réalisation et au succès de cette édition 2020. Merci à tous, passez une excellente soirée, on se retrouve très bientôt j'espère. Merci.